Voilà, mesdames, messieurs, si vous voulez bien rejoindre votre place, on a quelques minutes de retard, alors on va essayer de respecter le timing. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. C'est moi ce soir qui serai votre maîtresse de cérémonie. Je vous rappelle que cette soirée s'inscrit dans le cadre de la Semaine de la démocratie. La Semaine de la démocratie, elle avait été instituée par l'ONU et puis depuis, à peu près une centaine de pays qui y participent, dont la Suisse. Genève aussi, bien sûr, y participe. C'est même la 10e édition cette année. C'est une semaine qui est organisée par la chancellerie du canton de Genève. Alors, la thématique de ce soir, je crois que vous la connaissez. C'est une thématique qui est passionnante, qui est pleinement d'actualité. Quelle réponse à la polarisation croissante de nos démocraties? Quelle réponse, et en particulier, que peuvent apporter les acteurs de la philanthropie pour lutter contre cette polarisation, pour y répondre? Quelle place aussi pour les médias? Est-ce qu'ils font partie de la solution ou du problème? On va en débattre tout à l'heure. On sera ensemble jusque vers 20h. Vous aurez aussi la possibilité de poser la question. Mais avant cela, je vais tout de suite passer la parole à Delphine Bachmann, la conseillère d'État en charge du département de l'économie et de l'emploi, le département qui a notamment co-organisé la soirée de ce soir. Merci de l'applaudir. Profitez des grandes jambes. Voilà. Chères participantes, chers participants à la table ronde, chères étudiantes, étudiants, mesdames, messieurs, chers amis de la philanthropie qui nous réunit ce soir, difficile, je crois, de trouver une thématique davantage d'actualité que celle d'aujourd'hui. Parce que oui, nos démocraties sont traversées par une polarisation croissante, que ce soit aux États-Unis, en Europe et même en Suisse chez nous. Il suffit de penser très récemment au vif débat auquel on assiste outre-Atlantique, à la recomposition du paysage politique français suite à la dissolution de l'Assemblée nationale, mais encore à l'Autriche récemment où l'extrême droite vient de gagner les dernières législatives, remportant un succès historique avec presque 30% des suffrages. Alors au milieu de tout ça, la Suisse, nous avons un peu plus de chance. Notre tradition de consensus tend à nous préserver des polarisations les plus extrêmes. Je le vis au quotidien depuis que j'ai été élue au gouvernement genevois. Le fait que les principales forces politiques soient représentées au sein d'un exécutif nous oblige à trouver des solutions consensuelles pour faire une majorité. Ce défi de la lutte contre la polarisation est aussi le nôtre. C'est donc avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette soirée et je tiens à remercier les organisateurs, en particulier le Centre Albert Hirschman sur la démocratie de l'IHEID qui nous accueille, qui nous fait le plaisir de nous accueillir ce soir, le Centre en philanthropie de l'Université de Genève, l'association Swiss Foundation et bien évidemment les équipes de mon département, en particulier celles de l'Office cantonal de l'économie et de l'innovation. Ces dernières années, nous avons été les témoins de la mutation du secteur médiatique. Le modèle traditionnel de la presse est sous pression, les canaux de communication se sont multipliés, les opinions individuelles sont amplifiées par les réseaux sociaux. Il existe une surabondance d'informations générales, voire futiles, voire de la désinformation, mais la population reste sous-informée sur les enjeux importants, sans compter les défis relatifs à cette désinformation. Et tout cela, on le sait, contribue aux divisions sociales et politiques. C'est pourquoi, dans ce contexte, le rôle des médias est plus fondamental que jamais. Ce sont les piliers qui garantissent la libre formation des opinions, l'accès à une information de qualité, ce qui est indispensable dans toute démocratie saine. Il est cependant de plus en plus difficile pour les médias de remplir cette mission. Alors Pascal Critin, le directeur de la RTS, qui participera à la table ronde de tout à l'heure, en sait quelque chose et vous en fera certainement part, bien mieux que moi. Mais quand même, parce que chaque fois qu'on touche à la presse, cela touche aussi à quelque part aux politiques et à notre démocratie. De nombreux médias nationaux, régionaux, mais aussi locaux sont confrontés à des défis économiques considérables. Faute de financement suffisant, on a pu le voir encore récemment, certains disparaissent, d'autres doivent drastiquement réduire leurs effectifs, compromettant aussi la capacité des journalistes à faire leur devoir d'information ou à mener des enquêtes approfondies.
Une démocratie et un pays fédéraliste tel que le nôtre ont besoin de médias forts et indépendants. Ils jouent un rôle clé pour garantir une information équilibrée et pluraliste et préserver aussi un débat démocratique sain. Un projet pilote de l'État de Genève permet par exemple à chaque jeune qui atteint l'âge de 18 ans de bénéficier d'un abonnement de presse numérique d'une durée d'1 an. Alors, vous me direz, c'est une certes modeste contribution, mais de cette manière, le Conseil d'État soutient de manière indirecte les titres de presse payants établis dans le canton et donne un coup de pouce aux jeunes dans l'accès à l'information. Alors, cela n'est effectivement pas suffisant. Le Conseil d'État a d'ailleurs affiché sa grande préoccupation à la suite des licenciements annoncés récemment par Tamedia. La SSR n'est pas non plus épargnée. Elle doit faire face à un recul important de la publicité, mais aussi, on peut le mentionner ici, l'initiative fédérale pour une redevance à 200 francs, dont l'acceptation aurait des répercussions, on le sait, particulièrement importantes sur les prestations de la Société suisse de radiodiffusion et de télévision. Cela dit, les médias ne peuvent pas relever seuls l'immense défi de la polarisation. Cela requiert une mobilisation de l'ensemble des acteurs de la société, et notamment du secteur philanthropique, qui a un rôle clé à jouer dans la promotion de la cohésion sociale et du dialogue. Les fondations et les organisations philanthropiques, à travers leurs actions, peuvent agir comme catalyseurs de changement social et contribuer de manière significative à réduire les tensions et à renforcer le dialogue et le lien social. C'est ce que nous dira notamment peut-être la professeure Micheline Louis-Courvoisier de l'Université de Genève, également membre du conseil de fondation de la Fondation Lennartz, qui prendra part au débat aux côtés de Marc-Olivier Padis du think tank Terra Nova. Alors, les fondations et organisations philanthropiques sont des alliés précieuses dans la lutte contre la polarisation. Elles permettent de financer des initiatives innovantes qui renforcent la cohésion sociale, qui encouragent la participation citoyenne, que l'on peut voir, comme on peut le voir, les votations, les élections mobilisent moins de la moitié aujourd'hui des personnes qui peuvent utiliser ce droit. C'est tellement dommage. Et surtout, elles promeuvent la tolérance. Alors, en soutenant des projets qui rapprochent les citoyens autour de valeurs partagées, la philanthropie contribue à réduire les divisions qui fragilisent nos démocraties. Ensemble, avec des efforts concertés des acteurs publics, des médias, des fondations, nous pouvons développer des solutions concrètes pour restaurer le lien social et promouvoir un dialogue inclusif et constructif. Alors ce soir, nous avons la chance d'avoir parmi nous des experts éminents qui nous éclaireront sur les défis posés par cette polarisation croissante de la société, mais aussi sur les réponses que nous pouvons y apporter. Alors avant d'assister à la table ronde déjà évoquée, nous allons commencer par planter le décor avec 2 universitaires, le professeur Pascal Sciarini de l'UNIGEA et la chercheuse Laura Bulon-Cassi du Centre Albert Hirschman sur la démocratie. Ils vont nous aider à mieux appréhender le phénomène de la polarisation politique et sociale. Merci d'ores et déjà à vous toutes et tous de votre présence ce soir, en particulier à nos intervenantes et à nos intervenants pour leur contribution. C'est ensemble que nous pouvons trouver des solutions pour renforcer notre démocratie et favoriser une société plus juste et plus inclusive. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite d'ores et déjà une excellente soirée. Merci beaucoup Delphine Bachmann. Vous l'avez dit, on va planter le décor avec le professeur Pascal Sciarini, que j'invite à nous rejoindre, et avec la chercheuse Laura Bulon-Cassis. Merci à vous deux de nous rejoindre. On a parlé de polarisation croissante qui traverse nos démocraties. Alors je vais commencer par vous poser la question à vous, Pascal Sciarini. Est-ce que vous confirmez effectivement cette polarisation croissante? Qu'est-ce que le professeur que vous êtes peut nous en dire? Merci, bonsoir à tous et à toutes. D'abord, peut-être un élément de définition. C'est quoi la polarisation ? La polarisation, c'est un processus par lequel les opinions, les positions politiques, typiquement, deviennent de plus en plus extrêmes et opposées.
Et donc on parle de polarisation, c'est un processus, mais on dit aussi de la polarisation croissante pour mettre l'accent sur le fait que cette polarisation, elle se renforce au cours du temps. Avant de vous répondre, peut-être un point important, la polarisation en tant que telle n'est pas forcément un problème. La polarisation politique, elle est même, je dirais, bienvenue jusqu'à un certain degré, parce qu'elle permet d'offrir des vraies alternatives aux électeurs et aux électrices, aux votants et aux votantes. Sans polarisation, ce serait extrêmement difficile de distinguer les partis politiques. S'ils avaient tous le même programme, eh bien, on aurait beaucoup de mal à choisir entre la gauche et la droite. C'est la polarisation qui fait qu'on peut offrir des alternatives aux votants et votantes et leur permettre de faire un choix. Le problème surgit quand la polarisation devient excessive. Et on parle souvent de polarisation idéologique, ça veut dire une polarisation sur des enjeux politiques. Est-ce qu'on veut plus d'État, moins d'État? Est-ce qu'on veut des solutions redistributives, plus individuelles? Jusque-là, pas de problème, sauf quand ça devient trop extrême comme opposition. Et l'autre problème qui se produit, depuis quelques années, on parle, en plus de la polarisation idéologique, de la polarisation affective. Et là, on tombe vraiment dans ce qu'est le problème aujourd'hui, c'est-à-dire que la polarisation idéologique, c'est une opposition de préférences, de croyances, de valeurs politiques. La polarisation affective est un sentiment, c'est une émotion qui se base sur l'antipathie, l'hostilité ressentie vis-à-vis de l'autre camp et qui amène à prendre des positions qui ne sont plus du tout fondées sur une analyse des pour et des contre de telle ou telle solution, mais qui sont basées simplement sur le rejet de l'autre camp. Et c'est dans ça pose problème. Oui, ça pose problème parce qu'on arrive à une situation où on a une segmentation de l'espace public, une segmentation, une opposition entre des camps qui ne se parlent plus, que ce soit au niveau politique ou bien au sein de la société. Et c'est typiquement la situation qu'on a actuellement aux États-Unis. Alors j'aimerais vous entendre aussi, Laura Bulon-Cassis. Vous aussi, vous connaissez très bien ces questions de polarisation affective, parce que vous êtes une spécialiste des mouvements sociaux et en particulier des jeunes qui ont milité pour le climat. Est-ce que vous partagez le point de vue de Pascal? Absolument. Le type de polarisation affective sur laquelle je me penche en particulier, c'est pas seulement la polarisation affective entre les groupes politiques, mais aussi entre les citoyens et leur gouvernement, qui, je pense, est un phénomène croissant et qu'on voit particulièrement quand on s'intéresse à des mouvements sociaux, en particulier de jeunesse. Alors moi, ça fait plusieurs années que je travaille sur les mouvements de jeunesse pour le climat. Et ce que j'ai pu observer, en particulier dans le cas français, c'est que ça fait maintenant 5 ans qu'ils existent, et la désillusion envers la politique est presque totale. Beaucoup d'entre eux ont maintenant rejoint des mouvements de désobéissance civile plutôt que de rester dans des mouvements qui font des manifestations. D'autres ne s'engagent plus vraiment en politique. Et donc, il y a là un phénomène de polarisation affective grandissante entre citoyens et gouvernement, qui est un petit peu différente peut-être de celle que Pascal mentionnait. Ce qui pose aussi la question de la confiance. On aura l'occasion de l'aborder tout à l'heure dans le cadre de la table ronde qui va succéder ce duo auquel on assiste. Pascal Sciarini, vous avez été mon professeur ou mon assistant, je crois, de politique suisse. Donc, il faut que je vous pose quand même la question. Vous parliez de cette polarisation. C'est vrai que Delphine Bachmann le mentionnait. La polarisation, elle existe en Suisse. Mais est-ce qu'elle est aussi importante, je dirais, que dans d'autres démocraties, les États-Unis, la France? Est-ce qu'il y a un point de comparaison? Alors, il y a eu un accroissement de la polarisation à peu près partout en Europe, pas seulement aux États-Unis, et y compris en Suisse. Et figurez-vous que les études au niveau des systèmes de partis montrent que la Suisse est un des pays les plus polarisés en Europe. Si on se base sur les programmes et les préférences politiques des partis, on a une polarisation extrême en Suisse entre les Verts et le PS d'un côté et l'UDC de l'autre. Et la Suisse est un des pays qui a connu la plus forte croissance de polarisation au cours des 30 dernières années. Donc au pays du consensus, c'est toujours bizarre quand j'explique ça à mes étudiants, mais on a des études assez sérieuses qui ont comparé les programmes et les positions politiques des partis et des dirigeants et des élus des partis et qui démontrent ceci. Alors après, c'est quand même très surprenant. C'est surprenant, mais ça veut dire qu'on peut avoir un climat très polarisé au sein du système de partis et pourtant
on continue à se parler, et Madame Backman l'a dit tout à l'heure, on continue à avoir des institutions qui font qu'on est obligé de trouver des compromis, même si on n'est pas du tout d'accord entre nous. Il y a des institutions qui sont des règles du jeu, qui forcent au compromis, qui forcent au consensus. Le gouvernement de concordance a été mentionné, le fait que plusieurs partis se retrouvent au gouvernement, mais aussi le fédéralisme, la démocratie directe, le système électoral proportionnel, sont toutes des institutions qui, quelque part, divisent le pouvoir entre beaucoup d'acteurs et obligent ces acteurs de ce fait à négocier entre eux parce qu'aucun n'a seul la majorité et donc doit composer avec les autres pour former des alliances et des coalitions. Le regard international aussi avec vous, Laura. J'avais envie de répondre en effet à ce que disait Pascal, parce que ces institutions qui forcent au consensus, ça ne marche pas à tous les niveaux. Là, je rentre il y a 2 semaines de l'Assemblée générale de l'ONU à New York pour le sommet. J'étais au sommet pour le futur, qui était un grand rendez-vous multilatéral sur le futur de l'ONU, en fait. Et ce qu'on peut voir, bon, d'ailleurs, le monde était décrit dans la plupart des interventions étatiques comme un monde polarisé. Et la capacité de l'ONU à forger un consensus sur des questions difficiles, que je ne citerai pas parce qu'on les connaît, est en ce moment très limitée. Donc au niveau international, on voit une problématique là grave qui s'accentue et les mécanismes onusiens pour forger le consensus ne semblent pas pouvoir y répondre. Alors sur les institutions, est-ce que c'est la réponse, c'est votre réponse à vous, Pascal ? La réponse, enfin je crois que j'ai déjà donné une partie de la réponse, on connaît des institutions qui, en divisant le pouvoir, en partageant le pouvoir, forcent les acteurs politiques à coopérer. Parce que on ne peut pas seul prendre des décisions, on a toujours besoin de trouver des alliances avec d'autres. Et ça force à trouver des compromis. Ce que la France ne sait pas faire. Hein. On a bien vu ce qui s'est passé. J'allais vous dire, c'est typiquement suisse, quand même helvétique, non C'est typiquement suisse, mais c'est pas parce qu'on est meilleur que les autres. C'est juste qu'on a eu la chance de choisir des institutions il y a plus de 150 ans qui ont progressivement produit des effets vertueux qui sont encore vivaces aujourd'hui. Mais on peut très bien imaginer que la France, si elle se dotait d'institutions du même genre, arrive pas demain, ni après-demain, parce que ce serait une catastrophe, mais progressivement arrive à trouver des solutions qui soient finalement pas si éloignées de celles de la Suisse. Prenez l'Allemagne, prenez l'Autriche, qui ont aussi des courants passablement polarisés, avec une extrême droite qui pousse, pas seulement en Autriche, maintenant aussi en Allemagne. On arrive néanmoins à contenir ces forces-là grâce aux institutions. Laura Bulon-Cassis, en préparant cette soirée, vous me disiez aussi qu'il y avait des réponses en fait qui étaient innovantes, hein, des innovations démocratiques, des assemblées citoyennes. Vous disiez peut-être des amours sur les institutions comme l'ONU qui fonctionnent pas forcément. Alors c'est quoi les alternatives en fait ? Alors, c'est pas un désamour, c'est juste un constat malheureux que dans le format actuel, c'est compliqué. Alors, en effet, dans notre centre de recherche, le centre Albert Hirschman pour la démocratie, on s'intéresse beaucoup aux innovations démocratiques. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des initiatives, souvent locales, parfois nationales ou globales, qui proposent de réinventer à un niveau limité les modèles démocratiques. Ils sont souvent axés sur la démocratie délibérative, c'est-à-dire la discussion, le débat, plutôt que la prise de décision, entre citoyens, en se disant voilà que en débattant de questions complexes, il va y avoir un consensus qui peut se former. Et le cas le plus connu, dont je suis sûre que vous avez déjà entendu parler, ce sont les assemblées citoyennes, qui sont donc des groupes de citoyens entre 100 et 150 à peu près, qui sont sélectionnés selon certains critères de représentativité, mais tirés au sort, pour débattre de ces questions. Et est-ce que ça marche ? Alors, je n'ai pas une réponse claire à cette question parce que ça dépend vraiment de l'angle que l'on prend. Par exemple, la Convention citoyenne pour le climat en France, le cas français, on en parle souvent, en 2019, qui était pour une transition juste, qui s'était formée après le mouvement des Gilets jaunes en France. Eh bien, ils avaient été promis des référendums par le président Macron. Ils ont fait plus de 140 propositions. Finalement, il n'y a pas eu de référendum sur leurs propositions. Et seulement un tout petit pourcentage de leurs propositions ont été adoptées comme loi. Alors la question c'est, est-ce que la délibération en tant que telle, c'est le but en soi ? Ou bien est-ce que le fait qu'il y a une progression limitée du moment délibératif à une adoption en loi, c'est un échec ?
Je crois que les assemblées citoyennes sont un vecteur intéressant. On vient de créer dans ma faculté une nouvelle chaire en innovation démocratique qui vise précisément à développer l'analyse sur ces nouveaux instruments. Comme vous l'avez très bien expliqué, il s'agit de réunir un panel de citoyens, si possible représentatifs de la population, et qui a l'avantage par rapport à des partis politiques ou à des membres des partis, a priori, d'arriver sans idées préconçues et simplement d'écouter des experts, se faire exposer des idées et ensuite débattre, et vous l'avez très bien dit aussi, sur un mode de délibération. C'est ça qui est vraiment décisif dans ce genre d'initiative, c'est d'arriver justement à sortir de cette logique de confrontation pour aller vers une logique de découverte de solutions par des discussions, par des échanges. Et c'est pas un jeu à somme nulle où moi je vais gagner, toi tu vas perdre. C'est au contraire essayer de trouver des solutions qui sont collectivement supérieures. Et ça marche. Il y a des exemples qui montrent que ça peut marcher. Celui de la Convention citoyenne en France est le contre-exemple. Ça a pas si mal marché au niveau de la Convention elle-même, mais ça a très très mal marché au niveau de la mise en œuvre. Et évidemment, ça c'est extrêmement frustrant parce que pour tous ceux qui ont participé, avoir consacré autant de temps à échanger, à trouver des solutions pour que finalement il ne se passe rien, ça c'est le pire qu'on puisse imaginer. Même en Suisse, où pourtant il y a beaucoup déjà de moyens d'expression, la démocratie directe en particulier, on peut très bien imaginer que ces assemblées citoyennes viennent encore en support sur des enjeux souvent précis. La chancellerie, je crois, a mis sur pied maintenant l'idée qu'une fois par année, il y aura une assemblée citoyenne pour préparer l'explication d'un vote de démocratie directe à venir sur le plan cantonal. Et en plus d'avoir le message du Conseil d'État qui explique dans la petite brochure les enjeux du vote, il y aura une page recto verso d'explications issues de cette assemblée citoyenne pour montrer comment monsieur, madame, tout le monde a appréhendé l'objet et quelle explication on peut donner à cet objet de manière simple sans prendre position sur l'objet lui-même. Vous voulez rajouter quelque chose, Laura Bullion-Cassis? Peut-être un exemple qui fonctionne. Non, mais plutôt d'assemblée citoyenne. Plutôt, je trouve que l'exemple que vient de donner M. Scarini sur cette façon de promouvoir ce qui peut ressortir d'une assemblée citoyenne, c'est vraiment important. Parce qu'en fait, je pense que ce qui est frustrant, non seulement pour ceux qui y participent, mais tous ceux autour qui attendent quelque chose de ces assemblées citoyennes, y compris certains mouvements sociaux qui en demandent, comme Extinction Rebellion par exemple, pour qui c'est une des demandes principales. C'est important de voir qu'il y a des issues, qu'il y a une façon de porter les messages à un public plus large. Alors l'autre question que je voulais vous poser avant de passer à la table ronde, c'était de se demander, dans le fond, de vous demander que peuvent faire les médias et les acteurs de la philanthropie pour répondre à cette polarisation. On a parlé des institutions classiques, on a parlé des nouvelles formes de la démocratie, mais quel rôle pour les médias? Laura Bullion-Cassis, est-ce que vous pensez que les médias font partie de la solution ou plutôt du problème? Alors, les deux, évidemment. Ils ont un rôle essentiel pour informer, sensibiliser le public, faire du travail de fond. Mais ils ont aussi, et là de nouveau je me base beaucoup sur mon travail de terrain avec des activistes, tendance à simplifier les débats parfois et les polariser un tout petit peu. De nouveau je parle surtout du cas français. Beaucoup d'activistes se sentent qualifiés de termes qui ne sont pas forcément très positifs dans les médias. On parle de positions radicales, extrémistes. Le terme terrorisme écologique a été souvent utilisé dans les médias également. Et donc là, il s'agit d'un problème plus que d'une solution. Après, les médias sont aussi vraiment parfois de la solution. On parle d'assemblées citoyennes, par exemple. Un des problèmes des assemblées citoyennes, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de couverture médiatique autour. Ça serait bien qu'il y en ait plus. Et donc, il y a évidemment là un pouvoir de solution. On entendra bien sûr tout à l'heure Pascal de Critin répondre à ces petites piques. Pascal Sciarini, votre point de vue sur les médias et en particulier évidemment sur les réseaux sociaux qui ont pris une place extrêmement importante dans nos sociétés.
Je crois que la réponse, elle ne peut pas être générale. Et d'abord, on doit effectivement distinguer quel type de médias. Est-ce qu'on parle des médias audiovisuels, presse écrite d'un côté et des réseaux sociaux de l'autre? Ma réponse sera déjà différenciée. Et puis, parmi les médias même classiques, ça va beaucoup dépendre d'un contexte national à l'autre. Mais si je commence par les réseaux sociaux, alors là, c'est assez univoque. L'effet est très net sur la polarisation. Le développement des réseaux sociaux est un des facteurs qui a contribué à la polarisation croissante. Cette espèce d'immédiateté que créent les réseaux sociaux où tout le monde s'exprime et peut contacter n'importe qui directement, le fait que ces acteurs qui jouaient pendant très longtemps ce rôle d'intermédiaire entre les citoyens, citoyennes et la classe politique et le gouvernement, on va dire, les partis politiques, les groupes d'intérêt, les syndicats, ces acteurs-là sont court-circuités par les réseaux sociaux et donc ne peuvent plus jouer ce rôle d'intermédiation, d'agrégation, mais aussi de modération des intérêts. Et donc, ce contact direct qui se fait maintenant entre la base et la politique fait qu'on a toutes sortes de choses qui sortent de manière très spontanée et sans aucune retenue de la part de la population. Donc les réseaux sociaux, on l'a montré, contribuent à cette polarisation. Les médias, ça dépend beaucoup le contexte. On a de la chance en Suisse d'avoir des médias, et notamment un service public très développé, qui peut fournir une information objective, indépendante, neutre, nuancée. Si vous regardez les chaînes d'information continue en France, vous comprenez tout de suite où est le problème, avec des chaînes qui sont très à droite, d'autres qui sont très à gauche, et qui contribuent à la polarisation. Parce que on ne discute pas, on essaie simplement de défendre la position du camp politique par lequel on est financé, typiquement. Donc là, il y a vraiment des contextes différents selon le système de médias à l'œuvre. Alors il y a le rôle des médias, il y a aussi évidemment le rôle des acteurs philanthropiques qui parfois justement financent ces innovations démocratiques. Mais peut-être sur le rôle, ce sera l'objet du débat, mais une idée générale sur le rôle des médias, le rôle de la philanthropie pour, via les médias, contribuer au débat démocratique. Ça a été mentionné également par Mme Bachmann tout à l'heure, et je pense qu'on y reviendra après. Le modèle économique des médias est en difficulté. Les médias, qu'ils soient d'ailleurs audiovisuels, publics ou privés, ont des problèmes de financement. Et un système médiatique solide, indépendant, qui puisse décoder l'actualité, décrypter l'information, permettre, parce que le monde est complexe, les enjeux sont de plus en plus complexes, donc on a besoin de l'aide des médias, des journalistes, pour comprendre simplement déjà ce qui se passe. Et si ces médias sont biaisés, eh bien on comprend mal ce qui se passe. Si on est dans une echo chamber, comme on les appelle maintenant, on reçoit uniquement l'information qui correspond déjà à nos préférences, et donc on est renforcé dans nos préférences, et on n'a même pas l'occasion d'écouter ce que l'autre camp a à dire, eh bien c'est une catastrophe. La philanthropie, en finançant les médias, ce qu'elle a commencé déjà à faire à Genève, comme on le sait, via la fondation qui finance le temps, eh bien elle contribue certainement au débat démocratique, et puisqu'on a beaucoup moins de moyens autres, que ce soit la publicité, les redevances, etc., pour financer les médias, il est clair qu'à mon sens, c'est une idée générale, un point général, mais évidemment que je ne suis pas le seul à le partager, la philanthropie a un grand rôle à jouer. Parfait, merci beaucoup, merci d'applaudir Pascal Sciarini et Laura Budon-Cassis. Voilà, je le disais, planter le décor avant le débat. Et j'invite donc, pour poursuivre cette discussion et ouvrir le débat, à nous rejoindre Micheline Louis Courvoisier, Marc-Olivier Padis et Pascal Critin. Marc-Olivier Padis, vous êtes directeur des études du think tank indépendant Terra Nova. Vous décrivez, et je l'ai lu sur votre site, comme un groupe de réflexion progressiste indépendant ayant pour but de produire et de diffuser des solutions politiques innovantes en France et en Europe. Alors c'est ce qu'on va voir avec vous. Vous êtes français, je le précise, puisqu'on a évoqué la France dans cette discussion. Micheline Louis Courvoisier, vous êtes professeur honoraire à l'université
l'Université de Genève. Vous êtes historienne, vous avez enseigné l'histoire à la faculté de médecine notamment. Et je l'ai dit, vous représentez les fondations, pas toutes les fondations, mais peut-être dire que vous êtes membre du conseil de fondation de la Fondation Lennartz, et puis vous êtes aussi membre de la commission scientifique de cette fondation, et puis rajoutons que vous avez été vice-directrice de l'Université de Genève pendant 9 ans. Alors Pascal Critin, on a déjà évoqué votre nom plusieurs fois ce soir. Vous êtes le directeur général de la RTS depuis 2017, après avoir notamment copiloté la convergence entre la radio et la télévision qui a donné naissance à la RTS, et puis vous êtes un féru de musique. Vous avez auparavant aussi dirigé Espace 2. Polarisation, Pascal Critin, je le disais un peu en taquinant tout à l'heure, les médias sont-ils partie de la solution ou du problème ? Il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites ce soir. Qu'est-ce que vous répondez au fait que parfois les médias sont quand même perçus comme ceux qui accentuent la polarisation ? Alors d'abord, j'aimerais dire que j'aime pas quand on pose des questions de façon manichéenne. C'est un peu pour vous taquiner. C'est-à-dire qu'on doit choisir si c'est un peu polarisant, si on est d'un côté ou de l'autre. Et je préfère réfléchir un peu par système de 3. Mais je vais quand même répondre. Effectivement, ça a été dit, il y a des situations où les médias sont un problème parce qu'ils ne reflètent peut-être pas suffisamment certaines situations. Ils ont tendance un peu parfois à simplifier, vous l'avez dit aussi. On doit aussi, il faut reconnaître, nous, en tant qu'acteurs des médias, on doit aussi apprendre à gérer aussi toutes ces évolutions, notamment démocratiques. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un média, pendant des décennies, où des journalistes ont appris à fonctionner avec des institutions politiques bien ancrées, des partis, etc., pour prendre que le domaine politique. Et maintenant, c'est un peu, tout ça est très chahuté finalement par d'autres systèmes politiques, l'économie, la société aussi. Et donc, on doit apprendre à gérer ça. Et parfois, il faut le reconnaître, on peut être un peu trop simplificateur ou avec d'anciens modèles. Mais je pense que les médias sont aussi une solution. Et avant ça, c'est que les médias sont aussi reflet de la société, un miroir. Et donc, évidemment, on rapporte sur nos antennes ce qui se passe dans la société. Mais on est aussi une solution, et je pense que c'est important d'en parler ici, pour plusieurs raisons. Je parle ici donc des médias traditionnels, et en particulier du service public que je connais évidemment le mieux. Une des raisons, c'est qu'un média de service public, un média traditionnel, c'est généraliste. Et donc, par nature, en étant généraliste, c'est dépolarisant, puisque en fait, et je vois bien à la RTS ou à la SSC en général, nous avons un contact toutes les semaines avec 8 personnes sur 10 en Suisse ou dans nos régions. Et donc nous sommes, comme j'aime à le dire, la plus grande place du village de la Suisse romande ou de la Suisse. Et ce qu'on pourrait imaginer, c'est qu'on est des bâtisseurs de ponts de ces communautés, de gens qui ne se parlent pas d'habitude, mais qui sont sur nos antennes. Ensuite, il y a une autre chose, c'est que notre mission, impartie par la concession, c'est l'impartialité. Je ne dis pas qu'on est toujours parfait, c'est pas ça que je dis, mais on est très contrôlé sur l'impartialité et donc sur l'équilibre des points de vue, des tendances et des opinions. Troisième élément de l'ADN des médias de service public ou des grands médias, c'est le fact-checking. On doit constamment vérifier l'information qu'on donne. C'est même le travail de base des journalistes. Autre élément, c'est qu'on est ancré dans un territoire, et ce d'autant plus pour un média de service public. Et donc, on est proche du local. Et on sait dans toutes les études, je vais bientôt m'arrêter avec ma liste, on sait dans toutes les études qu'en fait, les gens ont plus confiance en ce qui est proche d'eux qu'en ce qui est loin. J'avais lu un article dans Le Monde qui disait que les gens avaient plus de confiance dans le maire du village que le président de la République. Et puis, dernier élément, c'est qu'il n'y a jamais aucun autre média que le média de service public dans toute l'Europe dont on parle autant. Tous les médias de service public, et en particulier en Suisse, sans arrêt doivent rendre compte de ce qu'ils font et font l'objet de discussions politiques. Et donc, dans le fond, ce discours permanent sur le média public, je crois, contribue aussi au fait de rendre compte et de conforter une forme de confiance, ce qu'on constate dans toutes les études aussi, en particulier ici en Suisse, où la SRF ou la RTS sont ceux qui ont les plus de taux de confiance, à plus de 70%. Effectivement, cette question de confiance, on y reviendra. C'est vrai que c'est les taux que vous nous donnez sont assez surprenants. Marc-Olivier Padis, je ne vais pas vous demander si vous pensez que la RTS contribue plutôt à répondre à la polarisation, puisque vous ne connaissez pas forcément ce média. Mais c'est vrai qu'un élément que vous venez de donner, Pascal Critin, est assez intéressant, cette notion d'ancrage dans le territoire. Et peut-être que paradoxalement, les réseaux sociaux manquent de
cet ancrage dans le territoire, réseaux sociaux que vous connaissez bien. Vous avez écrit récemment encore un article sur la plateforme Telegram qui a été très décriée, dont le patron d'origine russe, Pavel Durov, a été récemment arrêté en France. Et donc ma question est plutôt pour vous sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'ils contribuent, eux en tout cas, à accentuer cette polarisation? Oui, ça certainement. Je crois qu'on l'a déjà dit aussi lors de la discussion précédente. Je crois que ce qu'a montré Pascal aussi, c'est qu'il y a médias et médias. On ne parle pas de la polarisation, elle ne vient pas des médias en général. Dans le cas américain, on sait que c'est quand même Fox News qui a énormément contribué à durcir le débat. En France, c'est le fait qu'un milliardaire, Vincent Bolloré, a décidé d'investir dans des médias et de faire évoluer, par exemple, le journal du dimanche a complètement changé de ligne politique. C'était un journal de qualité généraliste, c'est devenu une espèce de support militant d'extrême droite. Pareil pour CNews. Donc ça dépend de quels médias on parle. Mais je pensais à propos de la presse régionale et de l'ancrage local, il y avait un effet inattendu quand Facebook s'est interrogé sur la polarisation. Ils se sont dit on a des responsabilités dans la manière dont on rediffuse de l'information produite par des médias. Et ils ont un peu en bulle réfléchi sur c'est quoi la confiance, comment recréer de la confiance sur les réseaux sociaux à l'intérieur de Facebook. Et là, ils ont eu une idée étrange. Ils se sont dit, en fait, les gens, ce que vous avez dit sur les maires, les gens ont confiance dans l'information locale. Alors, du coup, ils ont changé leurs algorithmes parce que tout ça est lié à de l'amplification algorithmique, ce qui fait que la polarisation des réseaux sociaux, elle est liée beaucoup à de la polarisation, à de l'amplification algorithmique, c'est-à-dire au fait que les réseaux sociaux décident de promouvoir certains contenus plutôt que d'autres et qu'ils ils ont choisi délibérément dans une économie de l'attention pour capter davantage l'attention des utilisateurs, de promouvoir les contenus les plus surprenants, les plus choquants, les plus polarisants, justement. Si vous voyez un contenu sur Facebook ou n'importe quel réseau social disant la Lune est ronde, vous passez. Si on vous dit la Lune est carrée, vous dites quoi, bizarre, tiens, c'est quoi ce truc, je regarde. Et donc, l'amplification algorithmique a créé cette distorsion de l'opinion. Et alors, ils se sont dit, donc les gens ont confiance dans la presse locale, donc on va diffuser en priorité la presse locale. Et alors là, ça a été la catastrophe complète. Pas parce que la presse locale serait de mauvaise qualité, il y a un lien de confiance, etc., mais parce que les gens ont complètement perdu l'idée de justement des sujets communs, des grands sujets de débat. Il n'y avait plus que des petites informations locales, les faits divers, finalement, qui ont pris une ampleur spectaculaire. Donc, c'est pas toujours la réponse. Micheline Louis-Courvoisier, je vais tout de suite vous passer la parole, mais si vous me permettez, j'aimerais encore juste poser une question à Pascal Critin, pour relever surtout que vous êtes sorti du réseau social anciennement Twitter, aujourd'hui X, qui a été racheté, je crois, en octobre 22 par un certain Elon Musk, soutien inconditionnel à un certain Donald Trump. Pourquoi être sorti, dans le fond, de ce réseau ? Parce que ça ne sert plus à rien d'y être. Nous, on était épuisés d'y être, parce que dans le fond, on ne pouvait plus faire valoir, nos informations, nos opinions. D'abord parce que par le jeu algorithmique, elles sont descendues au bas de l'échelle. Dans le fond, on ne maîtrise absolument plus la diffusion. Et un média qui peut plus maîtriser la diffusion de ses contenus, ça sert à quoi ? Ça sert à quoi de le faire ? Et la deuxième chose, c'est que dans le fond, comme c'est tellement polarisé, en fait, on était littéralement, excusez-moi l'expression, mais massacrés constamment. Et donc, dans le fond, on essaie de répondre, on essaie d'animer le débat, c'est notre métier. Mais au bout d'un moment, ça ne prend pas, parce que de toute manière, les gens, c'est pas ce qui les intéresse. Et en plus de ça, je crois qu'une part non négligeable des réponses, des commentaires, c'est en fait des bots, c'est des robots, c'est même plus des vrais gens. Donc, c'est ça qui alimente l'algorithme et qui fait que ça pousse vers les vrais gens les contenus. Donc, dans le fond, on s'est dit, mais on est en train en fait de jouer le jeu de cette machine de guerre qui nous nuit, qui nuit à la société. Et donc, on a décidé de sortir parce que ça ne sert à plus rien d'y être.
Micheline Louis Courvoisier, je le disais tout à l'heure, vous représentez ce soir la Fondation Lennart. On va dans un instant évoquer évidemment le rôle des fondations et des acteurs de la philanthropie, mais peut-être une réaction par rapport à ce qui s'est dit, vous qui êtes aussi citoyenne, consommatrice de médias, peut-être un peu moins de réseaux sociaux, me disiez-vous, mais sur cette polarisation induite notamment par certains nouveaux médias. Qu'est-ce que vous en dites, vous ? Moi, personnellement. Oui, ou l'historienne que vous êtes, ou la représentante de la Fondation Lennart. Je vous laisse choisir votre casquette. Non, mais disons que je crois qu'on la constate tous soit en regardant les réseaux sociaux, ce qui m'arrive très très rarement, soit en consultant certains médias aussi. On sait tous qu'il y a une polarisation qui est en train de s'accentuer, qui passe par ces fameuses bulles cognitives dont on parle dans les réseaux sociaux et qui sont très interpellantes, je trouve, et qu'il faut essayer de lutter le plus possible, parce que je trouve que c'est un immense danger pour la démocratie. Du point de vue d'historienne, les polarisations, notamment politiques ou religieuses, ont toujours existé, mais évidemment, on a des outils maintenant qui amplifient énormément ce phénomène et qui le rendent plus inquiétant encore. Risque pour la démocratie, dites-vous, on va y revenir. Mais Monsieur Padis, je voulais encore revenir sur un réseau comme Telegram, notamment. Je le disais, vous avez écrit récemment un article sur le sujet où là, vous décryptez véritablement comment cette polarisation est fabriquée, comment on entre aussi dans une guerre de l'information avec certaines plateformes. Oui, c'est-à-dire, je pense ce qui est important, c'est pas un mouvement spontané de la société, cette polarisation. La polarisation dont on parle, elle est en partie fabriquée par des acteurs qui ont des objectifs politiques et qui cherchent à produire cette polarisation. J'ai parlé tout à l'heure de réseaux d'extrême droite en France, mais Telegram, ça posait la question de la stratégie russe. Il se trouve que l'espace public français a été très perméable à l'influence russe pendant des années, en partie via l'extrême droite, mais pas seulement, aussi via l'extrême gauche, qui avait un penchant pro-russe très ancien. Et donc, on sait très bien qu'une partie de la polarisation qui, en fait, fonctionne, disons, en amplifiant tous les sujets de querelle au sein de la société. Donc, par exemple, les vaccins, c'est un sujet d'interrogation pour des gens, et on a pu retracer le fait que, en fait, tout le mouvement anti-vax, dès qu'il y avait des messages, ont été très très amplifiés par les bots russes précisément. Et donc Telegram est fondé par un entrepreneur russe qui avait créé vContact, qui était en fait le Facebook russe. Il a été exproprié, donc il a créé un autre support, et il a voulu démontrer qu'il était indépendant complètement du pouvoir russe et du FSB, ce qui n'est pas facile en étant sur place. Donc il s'est exilé, il est parti à l'étranger, et il a dit: je ne communique aucune information à aucun pouvoir, aucune autorité nationale. Et il a été arrêté en France donc fin août parce qu'il refusait de collaborer avec des demandes de justice quand des juges demandaient de pouvoir enquêter sur des réseaux pédocriminels qui agissaient au sein de Telegram. Et donc, bon, là c'est un exemple d'une tentative de reprendre par le pouvoir judiciaire un peu le contrôle sur le contenu. Il y a deux textes européens qui ont été votés l'année dernière pour instaurer de l'autorégulation par les réseaux sociaux avec un travail sur les contenus, donc pas préalable, mais si un contenu est signalé, les réseaux ont l'obligation de regarder ce contenu et puis de décider s'il doit être modéré ou pas. Et donc, on a un début de régulation qui se met en place. Alors, il y a la régulation, puis il y a aussi la modération. C'est aussi ce que vous devez faire, vous, à la RTS, pour lutter précisément contre ces points de vue polarisés. Comment ça se passe sur vos réseaux? Vous avez une équipe, une armada de journalistes qui modèrent les réseaux sociaux de la RTS?
Un armada, sûrement pas, mais d'abord, c'est vrai que c'est un travail constant de modérer pour essayer d'avoir une qualité, disons, de débat public, en tout cas, essayer de contribuer à la qualité du débat public, c'est notre mission comme média et comme média de service public. Après, c'est évidemment très difficile, comme je le disais, par rapport à Twitter. Moi, ce qui m'interroge le plus, on en a parlé tout à l'heure, c'est pas seulement la polarisation politique, dès lors qu'il y a de moins en moins de gens, d'ailleurs, qui s'intéressent à la politique, c'est même une polarisation qui est plutôt mineure dans le débat public, mais comme ça a été dit, c'est la polarisation plus affective. Ça, je trouve qu'elle est extrêmement dangereuse pour la société, parce que là, c'est moi contre les autres, sur des arguments qui sont totalement irrationnels, sa tête me revient pas, il vient pas du bon endroit, il est pas comme moi, il habite pas dans le même quartier que moi, etc. Et ça, cette polarisation-là, qui en fait est une fragmentation de la société, elle est extrêmement dangereuse pour la société elle-même. Et donc, dans le débat sur les réseaux sociaux, c'est le point qui nous préoccupe le plus. Et pour donner un seul exemple, par exemple à la RTS, il y a cette fameuse question de genre qui aujourd'hui anime beaucoup le débat de société. Et donc nous, on a programmé 2 temps présents où on s'est dit, bon, plutôt que de thématiser ça de façon un peu abstraite, on va essayer de faire se rencontrer les gens qui revendiquent différentes identités de genre. Et comme c'est notre mission de service public d'être à la place du village, on va les, entre guillemets, enfermer ensemble dans un chalet et on va voir comment ils arrivent à discuter, parce qu'à la fin, il faut bien discuter ensemble, il faut bien faire société. Et je vous invite à aller voir sur Play RTS, c'est tout en présence, c'est tout à fait intéressant, à quel point c'est difficile de passer par-dessus ces représentations de l'autre, essayer de nouer un contact, essayer de se respecter pour ensuite être capable éventuellement de discuter ensemble non seulement de ces questions, mais des grandes questions de la société. Alors on est aussi là ce soir évidemment pour évoquer les acteurs de la philanthropie, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Micheline Louis Courvoisier, on évoquait tout à l'heure avec Pascal Chiarini et Laura Bulon-Cassis le rôle important des fondations. On entend aussi Pascal Critin nous dire que voilà, il a aussi, enfin il le dit pas directement, mais on sait que les médias de service public ont besoin de moyens. Alors qu'est-ce que vous faites concrètement vous à la fondation Lennartz pour lutter contre cette polarisation? Je vais vous dire concrètement ce qu'on fait, 2-3 exemples, mais j'aimerais aussi dire qu'il n'y a pas que la Fondation Lennartz. Beaucoup de fondations sont à Genève et ont des actions que je ne connais pas forcément parce que je ne suis pas dedans, mais je ne voudrais pas montrer la Fondation Lennartz comme une fondation modèle par rapport à ça. On est juste un exemple. Par rapport à cette polarisation, on travaille sur 3 axes différents. Le premier, c'est justement l'axe délibératif. On en a déjà beaucoup parlé. Tout à l'heure, je parlais de bulles cognitives et on essaye de soutenir les bulles délibératives en contrepoids, si vous voulez. Alors, c'est-à-dire que nous soutenons des gens qui ont ces actions-là. C'est pas la Fondation Lennartz qui organise, par exemple, le Forum Santé dont je voulais parler. Je reviens sur ce que vous disiez. Oui, quand même, la philanthropie soutient quand même ce genre d'exercice qui nous semble vraiment très intéressant. On parlait des assemblées citoyennes. Comme exemple, je parlerai du Forum sur la santé qui a eu lieu il y a peu de temps. Organisé par Demoscan, je crois que ça vient de ton institut, très bien fait, c'est-à-dire que 25 citoyens se sont rencontrés 4 fois 2 jours, je crois, et ont parlé du système de santé qui, on le sait tous, est à bout de souffle et pour lequel il faudrait qu'on trouve des solutions un peu innovantes. Ils ont abouti, d'abord, comme le disait Pascal, ils ont consulté tous les experts. Pascal Chiarini, parce qu'il y a 2 Pascal ce soir. Oui, c'est vrai, pardon. Ils ont consulté tous les experts dont ils avaient besoin, parce que je pense que les désaccords peuvent venir simplement de la méconnaissance. Il faut aussi faire attention que l'information soit bonne. Et ils ont produit un manifeste qui n'est pas encore sorti, mais qui va sortir très bientôt. Et là, je dois dire que les médias ont joué leur rôle, parce que j'ai vu 2-3 articles quand même sur ce Forum Santé. Ça m'a fait plaisir de voir que c'était porté à la connaissance des lecteurs des journaux.
Là, je rebondis un peu sur ce que... Et excusez-moi, j'ai une question, Madame Louis Courvoisier. Quand vous parlez de ce forum santé, dans le fond, quel rôle, quel lien avec la polarisation? Ça a permis de fédérer les acteurs de la santé, de trouver des solutions consensuelles, non, c'est ça? pas les acteurs de la santé, mais de centrer le débat déjà sur les citoyens et pas sur un acteur de la santé en particulier, si vous voulez. C'est pas que les coûts de la santé, c'est pas que les soignants, mais quel est le besoin du citoyen et comment est-ce qu'il va l'exprimer et qu'est-ce qu'il a comme force de proposition. Parce qu'ils ont fait un manifeste et ils n'ont pas gommé les désaccords. Et je pense que c'est un espace de désaccord qui est très vivant, dynamique et qui permet d'arriver à un consensus. Si on n'accepte pas le désaccord, on est dans la polarisation. Donc c'est un espace de désaccord qui est vivant et dynamique, qui est force de proposition et qui n'est pas partisan ni corporatiste. Donc ça, je pense que c'est vraiment très important. J'étais très contente d'entendre Madame Bachmann parler du fait, je crois que c'est vous, Madame Bachmann, qui parlait du fait qu'une fois par année, dans les papiers liés à une votation, il y aura le résultat, par exemple, d'une question qui sera délibérée dans une assemblée citoyenne, si j'ai bien compris. Ah, pardon. Ça veut... C'est soutenu par le Conseil d'État, on en a discuté, la chancellerie a pu participer à tout ce processus. Mais je pense que voilà, mais c'est crucial parce que ça nous évitera peut-être les déceptions qu'il y a eu pour la Convention citoyenne en France, parce qu'il faut un suivi pour ces délibérations. Et la chose que je voulais dire, c'est que je me dis, si par hasard on devait voter bientôt, ça va sûrement arriver, sur la caisse unique par exemple, je trouve qu'on devrait vraiment organiser des assemblées citoyennes avant, avec des manifestes des citoyens qui seraient ajoutés au matériel de vote, et comme ça chaque citoyen pourrait prendre connaissance des positions partisanes et des positions citoyennes. Voilà, donc là, je pense qu'on peut vraiment lutter contre la polarisation. Est-ce que je peux donner un autre exemple ou bien... Je vous en prie. Et puis après, M. Padis veut absolument répondre à ce que vous avez dit. Il veut absolument réagir. Non, mais je vous laisse terminer, parce que vous avez moins parlé que les deux messieurs. C'est pas grave, hein, on compte pas. Non, l'autre exemple, c'était par exemple à Genève, il y a une association qui s'appelle Pourquoi pas, qui organise avant chaque votation une discussion autour du sujet de votation et qui convoque aussi des experts de manière... C'est une association de jeunes qui travaille pour les jeunes, parce que c'est une façon de lutter quand même contre l'abstention des jeunes qui semble être extrêmement importante. Et donc, dans 50 endroits, et ça je trouve que c'est très important, parce qu'on a qu'à marcher, je pense, 5 minutes pour arriver à... Ça ne demande pas trop de temps d'y aller. Et ils sont comme ça informés du sujet de votation, ils sont familiarisés avec des fois ces petites brochures qui sont pas toujours qui sont un peu arides à la lecture, disons. Et donc, effectivement. Ça leur permet d'arriver dans le sujet sur lequel ils vont devoir à voter, sans trop se préoccuper des querelles partisanes et en se préoccupant des questions de fond qui seront débattues dans ces réunions. Ça, je trouve que c'est une expérience très intéressante. Monsieur Padis. Je voulais dire 3 choses rapidement sur la philanthropie. Premièrement, il y a des initiatives très intéressantes concernant la presse qui sont des fonds qui permettent de sanctuariser l'autonomie de titres de presse. Donc Le Monde a fait ça, Libération a fait ça en France, et avec des appuis de la philanthropie. Et donc ça permet de préserver la vocation de qualité du débat public de ces médias. Et donc la philanthropie peut jouer un rôle très important dans le fait de constituer ces fonds qui garantissent l'autonomie de titres de presse. Deuxièmement, il y a des associations très intéressantes qui sont aussi soutenues par la philanthropie. Je pense à une association qui a été fondée aux États-Unis qui s'appelle More in Common, qui a une antenne française qui s'appelle Destin commun, dont la thèse, c'est de dire, justement, ça vient un peu à l'encontre de notre débat, la polarisation, c'est un phénomène dans les réseaux sociaux et dans les médias, mais en fait, dans la société, il y a plus de convergence de valeurs qu'on ne le pense. Et More in Common, comme son nom l'indique, fait des enquêtes
d'enquête qui fait ressortir en réalité les convergences de valeurs au sein de la société. Et c'est un débat, je dois dire, on est assez intéressé par ce débat. Il y a aussi un chercheur français qui s'appelle Vincent Tibéry qui vient de sortir un livre qui montre ça aussi. Il y a beaucoup d'enquêtes qui montrent qu'en fait il y a quelque chose de très artificiel, mais ça rejoint de ce que je disais tout à l'heure sur le fait que tout ça est en partie fabriqué par des acteurs qui ont intérêt à amplifier les divisions de la société pour des raisons politiques. Mais en fait il y a une convergence sur la tolérance, sur le désir de vivre ensemble, etc. Et puis troisièmement, je ne peux pas m'empêcher de réagir sur la Convention citoyenne sur le climat, puisque vous en avez parlé aussi tous les deux tout à l'heure. Il se trouve que mon collègue Thierry Pêche a été coprésident du comité de gouvernance de la Convention citoyenne sur le climat, donc on a regardé de très près ce que ça donnait. Et votre collègue de Terra Nova oui, qui est le directeur de Terra Nova en fait. Ah, plus que votre collègue. C'est mon directeur, c'est mon collègue et patron, effectivement. Et donc il a écrit un livre sur son expérience à la Convention et on a été effectivement très attentif à savoir ce qui en sortait. Et c'est vrai qu'il y a un récit médiatique, là pour le coup médiatique, qui s'est mis en place en disant cette Convention n'a rien donné, c'est une déception complète, etc. Récit amplifié par des mouvements environnementaux qui sont toujours dans la surenchère en disant ça suffit pas, on n'a pas obtenu, etc. Mais je vous invite à regarder de très près la loi qui s'appelle Climat et Résilience, qui a été votée à la suite de la Convention climat et qui a repris, non pas les 140 propositions, effectivement, mais au moins 4 propositions, dont 3 au moins sont très importantes. Je vous passe sur le détail, mais il y a la suppression des lignes de vol intérieur quand il y a une alternative par le train. Il y a surtout les zones de faible émission qui interdisent l'entrée dans les centres de ville français aux véhicules diesel puis essence, qui est une décision extrêmement lourde, et non seulement d'un point de vue symbolique, mais pratique. C'est-à-dire comment est-ce que vous faites pour un artisan qui a un fourgon diesel, qui a 15 ans, qui n'a pas de quoi racheter, etc. C'est un casse-tête assez important pour les maires, et puis surtout une loi dont on parle tout le temps en France, qui s'appelle la loi ZAN, zéro artificialisation nette, dont Michel Barnier a encore parlé dans son discours de politique générale, qui interdit, qui veut limiter très strictement l'artificialisation des terres. Et aujourd'hui, au Sénat, dans les collectivités locales, beaucoup d'élus disent « Ouh là là, on est allé beaucoup trop loin ». Et donc je vous invite à regarder ça, parce que pour un texte qui est censé n'avoir débouché sur rien, d'avoir des mesures comme ça, où aujourd'hui tout le monde dit « Ouh là là, est-ce qu'il fallait aller si loin ?» Et un tout dernier point à propos du référendum, parce que Emmanuel Macron n'avait pas dit qu'il passerait les mesures en référendum. Il y a eu un débat à la fin, au moment du vote, les citoyens devaient voter, savoir s'ils voulaient que les lois, leurs propositions passent par référendum ou passent par un texte de loi. Et beaucoup d'associations vertes poussaient les citoyens à dire référendum, référendum, et en espérant que comme ça, il y aurait plus de mesures qui passeraient. Et en fait, les citoyens, sur les 140 mesures, n'ont pas préconisé un seul référendum, pour une raison intéressante, qui est de dire, nous, on a vécu 6 mois de formation sur le sujet, dans un référendum, les gens vont découvrir le sujet, ils vont voter oui, non, ils n'auront rien compris, et ils n'auront pas bénéficié de la formation qu'on a eue. D'où, effectivement, comme vous l'avez dit, cette idée de publier les résultats d'une convention citoyenne en disant voilà les recommandations qui sortent pour un référendum. C'est ce qui se fait dans l'Oregon, je crois, hein, et c'est souvent suivi. D'ailleurs, en Irlande, c'est comme ça que la loi sur l'autorisation de l'avortement a été obtenue. Merci, Monsieur Padis. On finira pas tout le débat sur la Convention citoyenne climat, mais on va faire un peu de fact-checking ce soir. Je crois que c'est quelque chose que vous aimez bien. Disons, la personne ici ce soir qui a critiqué un peu cette Convention citoyenne ou qui a dit qu'elle n'avait pas abouti sur grand-chose, c'était pas une journaliste, mais c'était une chercheuse, Laura Bulon-Cassis. Mais je vous invite peut-être à boire un verre avec elle tout à l'heure. Voilà. Je vous en prie, je vous en prie. Sur ce que vous avez dit, parce que je pense que c'est important. Je pense qu'il y a quand même énormément de gens
gens qui sont peut-être moins influencés par les réseaux sociaux qu'on pense, ou peut-être un peu dégoûtés ou écœurés par cette surinformation qui parfois est vraiment écœurante. Et ça, c'est aussi un axe des fondations, la Fondation Lénart, mais d'autres aussi, c'est de soutenir tout le tissu associatif qu'on a, parce qu'en Suisse romande, il est extrêmement important, ce tissu associatif, et il peut y avoir des très très petits projets qu'on peut facilement soutenir, ou voire des plus gros d'ailleurs, qu'on peut très facilement soutenir, et qui vont créer ces bulles délibératives, mais aussi de vivre ensemble, tout bêtement, d'organiser de mettre des yourtes sur une place dans un quartier. Dans ces yourtes, il y a des débats intergénérationnels et ensemble, ils décident de savoir quels sont les 3 projets qui amélioreraient le quotidien des citoyens. C'est pas spectaculaire, mais c'est vraiment très important. Ça commence par là aussi, la satisfaction, le bien-être. Enfin, c'est peut-être un peu mièvre, mais je crois pas que ça l'est tellement, en fait. L'importance de se retrouver ensemble plutôt que d'être tout seul avec son réseau social qui est un petit peu écœurant. Je pense que là, la philanthropie a un rôle très très important à jouer, vraiment très important, d'autant plus que le tissu associatif est extrêmement vivant. Ça, c'est quelque chose de formidable quand on travaille dans une fondation, c'est on voit à quel point on a de nombre de projets intéressants, de gens motivés, et c'est aussi très motivant. Si vous me permettez de rebondir, tout à fait, c'est ce que montrent les enquêtes de destin commun, More in Common, et aussi des chercheurs aux États-Unis, c'est qu'il ne faut pas se tromper. Il y a un phénomène de retrait d'une partie des électeurs ou du public qui sont choqués, effrayés, un peu dégoûtés par cette polarisation des opinions et qui du coup se mettent en retrait en se disant oula, c'est pas pour moi, c'est beaucoup trop conflictuel, j'y comprends rien, je veux pas m'en mêler. Et en fait, il faut aussi porter attention à cette partie des électeurs, des électrices qui sont tentés par une mise en retrait par rapport à la scène politique, et plus ils se retirent, plus ils laissent les extrêmes occuper le premier terrain et s'invectiver, et c'est ça en fait le cycle négatif dans lequel on est, c'est que les personnes modérées risquent de se retirer en fait de la scène politique en se disant c'est beaucoup trop brutal, je m'y retrouve pas, etc. Et donc il faut trouver des initiatives qui aillent raccrocher en fait ce type de public-là pour dire mais si on est capable de délibérer, on est capable d'échanger tranquillement, on est capable de dépasser nos désaccords, de fabriquer du compromis, etc. Et je pense que ça c'est très très important d'arriver à renouer et défendre des initiatives de cette nature. Elles sont là, les initiatives. Pascal Crétin, je voulais aussi vous poser une question concernant les fondations philanthropiques. On ne vous a pas encore entendu. Est-ce que c'est aussi une solution pour pallier au manque à gagner de nombreux médias dans la RTS ? Oui, certainement. Il y a des modèles qui existent, comme vous l'avez rappelé, d'abord ici à Genève, ensuite dans d'autres pays européens, et on cite souvent un cas en Hollande, aux Pays-Bas, dans les pays nordiques aussi, donc certainement. Dans le fond, je pense qu'ici, tout le monde est assez convaincu de la nécessité d'élargir le financement des médias, puisque les médias sont nécessaires à la démocratie, notamment à travers la philanthropie. Mais ce que j'aimerais ici, dans ma réponse, c'est faire un travail en creux. Dans le fond, il faut qu'on se pose la question, pourquoi il y a besoin d'aller chercher de l'argent ailleurs pour financer les médias ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il y a certes des causes liées à des choix d'investissement que je respecte. Je ne suis pas là pour critiquer, j'essaie de factualiser, notamment dans les médias privés. On sait, on en a beaucoup débattu récemment avec les options prises par le grand groupe Tamedia en Suisse, où le public a commencé à comprendre ce qu'on essaie d'expliquer les professionnels depuis un moment, c'est-à-dire qu'il y a une dichotomie, une dissociation qui est faite entre les revenus qui sont générés par les activités commerciales sur le web et d'autre part les coûts des médias. Or, depuis plus de 200 ans, les journaux ont toujours été financés par des revenus commerciaux. Le journalisme a toujours été financé par les petites annonces. Ce qui doit, soit dit en passant, n'a jamais posé de problème d'indépendance. Hein. Ok. Et donc, aujourd'hui, il y a une séparation, ce qui fait qu'il manque du financement pour les contenus. Ça, c'est une des raisons. La deuxième raison, c'est que l'État commence à se désinvestir parce qu'il a d'autres nécessités, etc. C'est valable dans tous les pays européens, d'autres contingences budgétaires. On voit le débat en France, par exemple, pour le financement de l'audiovisuel public.
Et donc, il y a des décideurs politiques qui se disent, mais dans le fond, est-ce que ça vaut encore la peine d'investir autant qu'avant? Et donc, derrière cette question, je pense qu'il y a la question de à quoi ça sert les médias? À quoi ça sert l'information? Est-ce que l'information et les médias, c'est un bien ou un service public, un bien public, comme les hôpitaux, la santé, les infrastructures de transport, etc. Ma réponse, évidemment, c'est oui. Peut-être que certains ne le pensent pas, mais je pense effectivement que ce n'est pas un bien commercial, et donc ça contribue d'une manière ou l'autre à la société, à la démocratie, donc c'est un bien public. Donc il faut le financer avec une contribution publique. Et le troisième élément, c'est le public. Pourquoi le public se dit, dans le fond, est-ce que ça sert encore à quelque chose de m'abonner à un journal ? Je pense que c'est parce que le public est en train de perdre la notion du journalisme, du sens et de la culture du journalisme et de l'information. Et là, ma petite explication, c'est la suivante, c'est qu'il y a eu un glissement, notamment à cause des réseaux sociaux, entre information et communication, entre journalisme et communication. J'observe que dans le monde politique, dans le monde des décideurs économiques, dans le monde des gens qui prennent la parole publiquement, vous l'avez dit tout à l'heure, il y avait besoin, avant les réseaux sociaux, de l'intermédiation des médias. Pour que je puisse toucher le public, comme politicienne ou politicien, j'avais besoin de passer par les médias. Mais maintenant, j'en ai plus besoin puisque j'ai un réseau social. Donc je peux communiquer directement. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, quand un journaliste vient poser une question, ça dérange. Dans le fond. Et donc, c'est intéressant, je trouve, ce glissement entre journalisme, information et communication. Et dans le fond, tout est communication. Donc, pourquoi il faut encore du journalisme et de l'information ? Et je crois qu'il y a lieu, en fait, dans la société de se reposer la question, et on le fait en Suisse romande, notamment avec les cantons, l'instruction publique, beaucoup avec la RTS. On travaille sur l'éducation aux médias et à l'information. C'est aussi, en France, l'audiovisuel public fait ça beaucoup, parce qu'il faut se recultiver sur le sens de l'information, du journalisme et des médias. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je me demande si on ne peut pas aussi se demander... il y a le fond et le contenu qui sont fondamentaux, et ça, la philanthropie le connaît bien. Plusieurs fondations soutiennent plusieurs actions liées aux médias, ça on le sait, mais il y a une action qui moi m'intéresse particulièrement, je crois qu'on le fait avec vous d'ailleurs, on est plusieurs fondations pour ça, c'est qu'on soutient le fonds d'innovation pour le journalisme scientifique. Et là je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que ça veut dire qu'on doit trouver une nouvelle manière de recréer du lien, de la confiance entre le journalisme, la science et le public. Et la science est très importante là-dedans aussi. Et là, j'ai l'impression que la philanthropie peut jouer un rôle particulier en menant des projets pilotes. Parce qu'on peut tester des choses, et ça c'est quelque chose qu'on a vraiment explicité à la Fondation Lennart. On a envie d'avoir de l'audace, parce qu'on est une fondation, comme d'autres d'ailleurs, on peut tester des choses. Et si ça n'a pas marché, c'est pas grave. Mais si ça marche, c'est vraiment formidable. On est peut-être plus agile que d'autres organisations, on a certains moyens aussi. Et la notion de l'audace, je pense qu'il faut nous utiliser comme ça. Enfin, nous, on a envie aussi de travailler avec cette audace. Et j'attends beaucoup de ce fonds d'innovation du journalisme scientifique, parce que je pense que ça peut être un projet extrêmement intéressant qui nous fait réfléchir à d'autres formats. Je ne sais pas si vous voulez en dire quelque chose. Pascal, moi j'ai une question justement sur cet argent qui viendrait ou qui vient en partie des fondations Madame Micheline Louis Courvoisier. Dans le fond, est-ce que ça ne pose pas un problème d'indépendance peut-être aux médias qui recevraient de l'argent d'une fondation privée? En tout cas, je crois que la question se pose, ou en tout cas doit être posée. Oui, bien sûr, on se l'est posé, bien entendu. Donc on met des garde-fous très clairement. Évidemment, aucun membre du conseil de fondation ou de la Fondation Lennart, dans le cas présent, n'a rien à dire ni sur les contenus, ni sur l'opérationnalité. On est évidemment que la liberté d'expression, d'enquête, de sujet est totalement pas seulement acceptée, elle est voulue, demandée par la Fondation Lennart. En aucun cas, on aurait envie d'intervenir. Ce serait exactement contre-productif à ce qu'on veut faire. Et je pense qu'on n'est pas du tout la seule fondation dans cette position-là. Très bien. Dernière chose, dernier élément, j'aimerais revenir sur la question de la démocratie avant de vous passer la parole, mesdames et messieurs qui nous écoutez depuis un petit moment. En préparant la discussion avec vous, Pascal Critin, vous me disiez de l'importance en fait que l'on constate en tout cas
entre la qualité de la vie démocratique et la confiance dans les médias. Alors évidemment, c'est quelque chose qui plaide en faveur de médias forts, de qualité, mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus, justement, sur cette corrélation entre qualité de la vie démocratique et confiance dans les médias? Je crois que vous avez quelques exemples à nous donner. Oui, il y a chaque année, on l'évoquait en préparant cette table ronde, il y a l'Institut Reuters à Cambridge qui fait un monitorage complet de la confiance dans les médias dans les différents pays européens. Vous pouvez trouver ça sur Internet. Et c'est intéressant parce que quand on regarde sur plusieurs années, et on l'observe aussi en Suisse avec l'Institut Feug, l'Université de Zurich qui contribue à cette étude internationale, on voit en fait qu'il y a, comme par hasard, une corrélation entre la qualité de la vie démocratique, je simplifie le propos, hein, monsieur le professeur, et la confiance dans les médias. Je vous donne quelques exemples juste chiffrés. Le pays où il y a le plus de confiance dans les médias en Europe, c'est la Finlande, avec 69%. Et les deux pays où il y a le moins en Europe, avec 23%, c'est la Grèce et la Hongrie. Alors, je vous laisse imaginer la qualité de la vie démocratique en Finlande, en Hongrie, en Grèce. Et je vous donne 3 exemples, mais vous pouvez corréler avec les différents continents, etc. Vous allez me dire, la Suisse, on en est où? Je commence par la France. La France, on est à 31% de confiance dans les médias, en général. En Suisse, on est à 41%. Un peu mieux, mais c'est pas non plus stratosphérique, hein. On était à 50% avant le Covid, en 2016. Et ici, on a vraiment l'ensemble des médias. Ce qu'on voit là-dedans, d'après les études qui sont faites, et Reuters l'explique beaucoup, c'est qu'il y a vraiment, dans les pays dans lesquels on investit pour les médias traditionnels et les services publics, on a en général, une meilleure stabilité de politique, une vie démocratique plus vigoureuse et une meilleure participation du public, de la population aux votations. Et ça aussi, l'Institut Feug à Zurich le donne beaucoup, parce qu'on a à peu près les mêmes chiffres de gens qui ne consomment plus les médias, qui disent « moi ça m'intéresse plus du tout, je n'y apprends rien du tout », et ces gens sont les abstentionnistes. Voilà. Donc en fait, on devrait en résumé promouvoir les médias, aussi la culture de l'information et du journalisme, pour ensuite stimuler la vie démocratique. Et peut-être avec le soutien de certaines fondations philanthropiques. Alors là, certainement, oui. Très bien, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à cette discussion. Restez avec nous et on va passer la parole à la salle. On va balader les micros. Je vous propose qu'on en prenne 2. Moi, je vais aussi venir vers vous. On sera 2, peut-être que vous pouvez aller d'un côté, moi de l'autre. Alors, la première question, monsieur, très bien, vous lancez, en général, c'est toujours la plus difficile. Je ne sais pas qui est le plus proche, peut-être vous. Peut-être si vous pouvez nous dire peut-être votre nom ou dans quel... Oui, bonjour, je m'appelle Michael O'Callaghan, je suis le directeur de la fondation Global Vision à Genève. J'ai juste une remarque et puis 2 petites suggestions qui pourraient être intéressantes. Si on essaie de diagnostiquer le dysfonctionnement des démocraties autour du monde, on voit qu'elles étaient conçues à une époque où les populations étaient beaucoup plus petites. À Athènes ou aux États-Unis, les gens se connaissaient et c'était plus facile de communiquer directement. Dans l'ère médiatique, on est submergé de vastes quantités d'informations. Et donc, il serait nécessaire pour que la gouvernance démocratique fonctionne de façon adéquate et durable, il faudrait faire une mise à jour des processus démocratiques. Et dans ce sens, je vous recommande 2 choses. Un, c'est de regarder ce qu'a fait Audrey Tang, qui était la ministre digitale à Taïwan, qui font des projets extraordinaires pour la transparence de la gouvernance et la participation citoyenne. Et puis aussi le groupe Consilience Project aux États-Unis. Ils réfléchissent très profondément depuis des années à comment on peut améliorer et faire une vraie démocratie adaptée au XXIe siècle. Voilà. Très bien. Merci, monsieur. On prend note. On va aller voir sur Internet. Très bien. Prochaine question. Qui se lance, mademoiselle? Enfin, madame, je crois qu'on ne dit plus mademoiselle. Excusez-moi. Merci. Une petite question. On a parlé de la polarisation sur la base en fait de l'affect. Une question par rapport à la philanthropie. Si au final le choix des soutiens
est souvent basé sur l'affect. Si un donateur souhaite soutenir, peut-être faire une donation en médias ou faire une donation à un projet ou une association, ce sera souvent basé sur une question affective, parce qu'il a à cœur de soutenir ce projet. Du coup, est-ce qu'on risque pas de basculer justement sur des choix qui sont aussi polarisés? Est-ce qu'il faudrait plutôt que la philanthropie aussi ait un côté de se retirer dans le choix des soutiens, mais d'utiliser justement des assemblées citoyennes ou autres pour choisir quel projet devrait être soutenu, pour éviter en fait de soutenir des projets qui restent dans une seule partie ou dans un seul segment et qui n'arrivent pas à toucher toute la population. J'ai l'impression que vous avez une vue un peu partielle de la philanthropie, parce que moi, j'ai pas du tout le sentiment que notre fondation et bien d'autres n'agissent à l'affect. On a des critères, on a des commissions scientifiques, culturelles, sociales. Donc, on évalue les projets en fonction de nos deux grandes valeurs. Si on les résume, c'est vivre ensemble et le bien commun. C'est ça qui anime toutes les commissions, si vous voulez. Et donc, moi, j'ai pas du tout l'impression qu'on opère à l'affect. En fait, j'espère vraiment qu'on ne le fait pas. Je vous garantis que j'ai pas l'impression qu'on le fasse. Voilà. Maintenant, vous avez raison pour, par exemple, le soutien aux médias. Je trouve qu'une des choses que nous faisons, mais avec d'autres fondations, je le répète, c'est par exemple de soutenir le Conseil suisse de la presse. Donc là, on soutient un organisme qui lui-même est chargé de vérifier l'intégrité, l'indépendance de la presse en général, et de soutenir des organismes comme ça. C'est vrai que dans un sens, ça rejoint ce que vous voulez dire. Et la dernière chose, quand on soutient un forum, c'est pas forcément parce que, enfin, là c'était sur la santé, parce qu'on a une commission de la santé aussi, mais si vous voulez, c'est pas qu'on aime ou qu'on n'aime pas la santé. Sincèrement, le côté arbitraire, on essaye de le circonscrire le plus possible. Après, chaque fondation fonctionne un peu différemment aussi, mais l'arbitraire a peut-être aussi sa place. Merci. Question suivante ou remarque ou suggestion Oui, une question-remarque par rapport à la rentabilité des médias. Est-ce que ce n'est pas plutôt un phénomène roman? Parce que si on regarde en Suisse alémanique, il y a des médias extrêmement lucratifs, notamment la NZZ, et ils ont pris d'autres choix en Suisse alémanique que ce qu'on a pris en Suisse romande, et qui fait le débat d'aujourd'hui, à savoir les débats en Suisse alémanique sont plus polarisés, et pourtant ils sont de grande qualité. Il y a des médias qui sont de bien plus grande qualité que ce qu'on a en Suisse romande, et malgré tout, ils sont rentables. Oui, d'abord j'aimerais rappeler, ça a été rappelé tout à l'heure par le professeur Scarini notamment, la polarisation c'est pas négatif. Et il est normal qu'il y ait dans un pays, je pense, c'est sain dans un pays qu'il y ait des médias de droite, des médias de gauche, des médias qui s'affichent clairement. D'ailleurs la transparence voudrait qu'on affiche clairement sa ligne éditoriale, ce qui est le cas de la NZZ notamment. Je ne connais pas la santé économique spécifique de la NZZ, j'observe qu'elle est aussi en train de chercher des alliances avec d'autres éditeurs et groupes, justement parce qu'il y a peut-être une vraie difficulté de rentabilité à long terme, d'autant plus avec la digitalisation, avec tout ce qui se passe. J'observe aussi que le coût de l'abonnement de la ZZ est quand même extrêmement élevé. J'avais entendu parler de ça une fois, l'abonnement digital et autres, c'est bien plus que les journaux suisses romands par exemple. Donc ça s'adresse aussi à une partie de la population qui a les moyens de s'informer comme ça. Moi je ne crois pas que c'est un problème de Suisse romande. La Suisse est trop petite. La Suisse est trop petite, les marchés linguistiques sont beaucoup trop petits. Mais vous savez, les grands journaux français, sans la contribution du Quai d'Orsay qui achète des centaines et des milliers d'exemplaires des journaux comme Le Monde, Le Figaro, Libération et autres pour les mettre dans les ambassades, ces journaux, je ne suis pas sûr qu'ils vivraient très bien. Il faut se dire les choses, en fait. Et ça, c'est intéressant. Donc, je me félicite que l'État français investisse comme ça en achetant des exemplaires, parce que grâce à ça, c'est un investissement qui permet à ces grands titres nationaux et internationaux d'exister. Ça prouve bien, une fois de plus, que l'information n'est pas un bien commercial et qu'elle a besoin de soutien philanthropique et de soutien public. Voilà. Mais je dois renier j'interviens pas sur la qualité des titres suisses romands, ça, c'est votre appréciation. Je l'entends, mais en termes de rentabilité, ce n'est pas un problème lié uniquement à la Suisse romande.
J'avais une question. On n'a pas encore parlé de la pensée critique et de l'importance dans la polarisation que l'on vit actuellement. Je trouve que les générations actuelles, l'université est un formidable lieu pour débattre et un espace civique, mais que la génération, moi étant mère, mes enfants ne sont pas du tout formés à réfléchir, à débattre, et on passe beaucoup plus de temps à parler à propos des autres qu'avec les personnes. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Donc est-ce que, par exemple, un des rôles de la philanthropie ne serait pas d'encourager cette pensée critique, mais pas une fois adulte? C'est ce que la France a très bien fait avec les cours de philo à l'époque, d'entraîner en fait le citoyen dès son plus jeune âge à cette pensée critique et au respect d'une voix diverse, ce pluralisme de pensée. Alors, il y a des actions, là je parle comme ancienne vice-rectrice, parce que c'est dans ce canal-là que je l'ai entendu, mais par exemple, il y a des associations d'étudiants, dont une qui est extrêmement active, qui s'appelle le Club de débat, qui est très très active, et ils ont justement ce souci de passer dans tous les collèges, à partir du cycle, j'imagine, je ne me rappelle plus très bien maintenant, et de donner envie aux élèves du cycle cette culture du débat. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Et à l'université, on les a beaucoup encouragés, soutenus pour faire ça, parce que ça fait partie des actions qui pourraient être vraiment intéressantes. Donc, nous, c'est clair, vous avez tout à fait raison, c'est par là qu'il faut commencer. Et s'il y avait des demandes qui venaient dans nos fondations, forcément qu'on les prendrait en considération, parce que c'est par là qu'on doit commencer. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Club de débat qui, d'ailleurs, l'année dernière, à ce même événement, était présent. Voilà, autre question, remarque. Voilà, une journaliste qui demande la parole. Bonsoir, oui, donc Séverine Chave, effectivement, je suis journaliste. Je préside l'association genevoise des journalistes et j'ai travaillé notamment pour la RTS et pour Le Temps. Et ma question s'adresse peut-être plutôt presque à Madame Bachmann. On a parlé beaucoup de problèmes d'indépendance avec la question des fondations de droit privé. J'ai travaillé pour Le Temps, donc je peux en témoigner si ça vous intéresse, en l'occurrence. Mais une des questions que je me posais, c'est est-ce que les fondations de droit public ne seraient pas aussi une solution pour réinventer un modèle économique qui garantisse une forme d'indépendance à la presse? Merci. Je ne sais pas qui veut répondre à cette question. En tout cas, pas la conseillère d'État, puisqu'elle n'est plus là. Donc, il n'y a pas de réponse. Pourquoi pas? Dans le fond, la question que vous posez, c'est la question de l'indépendance. C'est la question de, si je lis entre vos mots, c'est un peu la question qu'on a posée tout à l'heure. Donc, je ne sais pas, peut-être sur cette question, si vous voulez redire quelque chose. Il y a ce lien, effectivement, que certains redoutent, c'est-à-dire à partir du moment où on est financé par des fonds privés, on pourrait perdre peut-être en indépendance. Bon, là, puisque vous mentionnez Le Temps, pardon, donc il y a 3 fondations, en tout cas, qui ont soutenu la Fondation Aventinus. Donc la Fondation Aventinus, ensuite, était en lien direct avec Le Temps, et je crois avec d'autres médias, d'ailleurs. Donc ces fondations n'étaient pas en contact direct avec ni Le Temps, ni avec les autres médias qui avaient été soutenus. Ça, c'est une première réponse. La Fondation Lénard, elle s'est associée à d'autres médias, mais pour des projets en particulier, si vous voulez. Donc, c'était pas forcément pour soutenir en médias. Et j'aimerais encore dire une chose, le soutien n'est jamais pérenne. Hein. C'est toujours soit pour un projet, soit pour un moment. Mais en général, les fondations ne donnent pas de soutien pérenne aussi. Donc c'est pour traverser une période, c'est pour, comme le Conseil suisse de la presse, c'est pour rénover, numériser des processus et des choses comme ça. Ils avaient besoin d'un investissement et ça, on peut le faire sur un projet en particulier. Très bien. Question suivante, monsieur. Je ne sais pas si on vous a complètement répondu, madame la journaliste, mais enfin peut-être ça donnera l'occasion de discuter par la suite. Bonjour, Olivier Turrettini, merci de vos exposés.
En réponse partielle à la question de la journaliste, je voudrais l'élargir un tout petit peu, parce que quand on parle d'entités de droit public qui pourraient financer la presse ou l'information, il me semble qu'on revient à la question du financement par l'État. Et donc, on revient, que ce soit direct ou indirect, pour moi, ça reste l'État. Et ma question réelle, est-ce qu'il y a moyen d'arrêter ce désengagement de l'État à son support à une presse diverse? Pour moi, c'est une question inquiétante. Et puis, j'aurais une autre question qui est très générale, mais qui est la manière dont la régulation de l'information se fait. Et l'Europe essaye dans un sens, l'Amérique, au contraire, pas. Merci, monsieur. Sur votre première question, le financement étatique des médias. Alors, je crois qu'il n'a pas existé, en tout cas, à ma connaissance. Il y a effectivement la redevance pour la RTS. Et peut-être Pascal Critin sur cette question. Bon, franchement, ce serait aux représentants de l'État, enfin aux femmes et aux hommes politiques, évidemment, de parler. Moi, j'ai qu'un point de vue, évidemment, comme bénéficiaire d'une partie du financement public, qui est votre financement, qui est le financement que payent en Suisse les ménages. Hein. Et donc, moi, je suis persuadé d'expérience à la SSR, avec Gilles Marchand, qui est aussi présent ici, qui s'est battu pour ça aussi beaucoup dans la campagne Nubilag en Suisse, etc. Et on va continuer à se battre dans les prochaines années. On est convaincu qu'en fait, l'information, je l'ai déjà dit quelques fois, je le répète, excusez-moi, mais c'est pas un bien purement commercial et c'est une des infrastructures, je pense, de la société et de la démocratie. Alors dès lors, je pense qu'il faut trouver un modèle de financement public. Alors après, la question c'est, ok, mais quels sont les devoirs et obligations, hein? Alors pour la SSR, pour faire simple, eh ben nous, on a énormément de devoirs, ça s'appelle une concession, qui nous dit dans le détail tout ce qu'il faut produire, pas les émissions, pas les sujets d'émissions, mais les domaines qu'il faut couvrir, la qualité avec laquelle on doit toucher l'ensemble du public, quels que soient ses modes d'usage de consommation des médias. Donc en fait, il faut être présent partout pour que tout le monde puisse avoir contact, etc. Et jusque dans les vallées les plus reculées des Grisons du Valais ou de la Suisse. Alors ça, c'est la concession de la SSR. Quelle serait une éventuelle concession des médias privés, je ne sais pas, parce que là, on entrerait dans un domaine qui est un peu particulier, puisqu'il y aurait des investisseurs, des entrepreneurs dont le métier est de prendre des risques et donc aussi d'avoir, disons, le bénéfice de ces risques lorsque ça marche. Hein, c'est un modèle économique qui a aussi sa vertu, mais dans le fond, qui bénéficierait pour quelles prestations, il faudrait le définir dans ce contrat d'obligation, d'un financement public. Est-ce que ce serait pour des infrastructures, parce qu'ils doivent faire une digitalisation, donc on soutient la bonne vieille presse distribuée par la poste le matin, le papier pendant un certain nombre de temps jusqu'à ce que les gens fassent la migration sur des supports digitaux. Est-ce que ce serait aussi sur des contenus de type de service public? Alors il faudrait commencer à le définir dans une concession spécifique. Je n'ai pas la réponse, c'est juste quelques thèmes que je lance comme ça. Moi je pense que si la société en Suisse dans les autres pays veut résoudre ce problème, il faudra se mettre une fois autour de la table pour en parler. Je pense pour l'instant c'est un peu un éléphant dans la pièce, personne ne veut en parler, mais je pense qu'il serait le moment pour la société de le faire, oui. Ouais, peut-être on peut rappeler ici, puisque j'avais pris quelques notes pour préparer cette soirée, ce qu'a dit récemment le gouvernement genevois, même très récemment, puisque la présidente du gouvernement genevois, Nathalie Fontanet, a répondu à la question quel rôle pour l'État concernant les médias. Et la semaine dernière, au Grand Conseil, elle a été très claire. Elle a dit oui, il faut un soutien de l'État. Les médias ne sont pas un produit comme un autre. C'est littéral, hein, ce que je vous cite. Mais l'État ne va pas financer des groupes de presse privés comme Tamedia, pour ne pas les nommer, qui fait des bénéfices et verse des dividendes. En tout cas, ça, c'est la parole officielle qui a été donnée la semaine dernière au Grand Conseil, et je ne crois pas trahir, et je ne suis évidemment pas la porte-parole du gouvernement, mais je crois que c'est une préoccupation générale des gouvernements en Suisse et du gouvernement genevois en particulier. Oui,
Monsieur Padis, vous vouliez aussi réagir, excusez-moi. Quelques réflexions, si vous voulez, sur la régulation, parce qu'il y a des choses qui évoluent beaucoup. Donc la position traditionnelle française, c'est que l'État doit maintenir un accès au pluralisme. Et donc à ce titre-là, l'État, c'est encore pire que ce que vous disiez tout à l'heure, subventionne les tarifs postaux, les kiosques, c'est-à-dire les nouvelles messageries parisiennes, pour que dans un kiosque de journaux, il y ait l'ensemble des titres qui soient disponibles. Et même, il y a une disposition qui date de 1945-46, où quand un nouveau titre est créé, les kiosques ont l'obligation de le prendre, donc de manière à ce que le pluralisme soit défendu. Mais la doctrine a un peu évolué récemment, donc on a un organisme qui s'appelle l'ARCOM qui contrôle les organes, notamment de télévision, qui a pris une décision très importante cet été en suspendant une chaîne de télévision qui s'appelle C8, qui avait contribué plus largement que d'autres à la polarisation des opinions et à la dégradation de la qualité du débat public. Et donc ils ont pris une position très forte, et en plus ils ont fait évoluer leur doctrine, parce que la doctrine jusqu'à présent c'était de dire il faut que le temps de parole des différentes sensibilités politiques soit équilibré. Et donc il y avait des gens à l'ARCOM qui chronométraient les prises de parole des gens par parti politique. Et l'ARCOM a dit cet été, non mais il faut aller beaucoup plus loin, il faut que l'ensemble des sensibilités soient représentées, donc même en dehors des campagnes électorales, sur tous les sujets importants. Et donc parce que C8, qui est un média Bolloré, envoyait des éditorialistes d'extrême droite sur les plateaux en disant c'est pas des politiques, donc eux ils sont pas décomptés dans le temps de parole, mais en même temps ça avait créé une vague tout à fait spectaculaire. Et puis une réflexion sur ce que vous disiez sur Europe, États-Unis. Donc l'Europe a commencé à créer des niveaux de régulation. Donc juste pour redire d'un mot, on est d'accord. Enfin, la doctrine qui s'est mise en place au niveau européen, c'est de dire les réseaux sociaux, ce n'est pas des médias. Donc un média, comme vous savez, je suppose que c'est le cas en Suisse aussi, le directeur de l'édition est pénalement responsable de ce qui est publié dans son journal. Et donc moi j'ai été directeur d'un titre de presse, et donc si je laissais passer dans une note d'un auteur un propos diffamatoire, c'est moi qui étais personnellement responsable devant les tribunaux. Alors avec les réseaux sociaux, ce qui se passe, c'est qu'on a des milliards de contributions chaque jour, donc il y a un problème de volume, mais ça à la limite c'est pas le sujet. C'est que les réseaux sociaux ont toujours dit mais nous on publie pas des contenus, on n'est pas créateur de contenu, simplement on est une plateforme où des gens déposent des contenus qu'ils créent eux-mêmes. Sauf que ce n'est qu'à moitié vrai, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un système d'amplification algorithmique où en réalité les réseaux sociaux choisissent de promouvoir certains contenus et, comme vous le disiez tout à l'heure, de descendre d'autres. Et donc des contenus de qualité modérée, etc., il est complètement disparu sur Twitter, etc. Et à l'inverse, des propos ahurissants, consternants, choquants, etc., sont poussés. Donc ils ont quand même une fonction éditoriale en réalité. Bon. Mais donc le consensus qu'on a trouvé au niveau européen, c'est de dire d'accord, vous n'êtes pas responsable de tout ce qui est publié, on ne va pas faire une censure préalable, de toute façon ça c'est peine perdue, mais en revanche, si un usager trouve un sujet ou un contenu choquant, il doit y avoir un système de signalement qui fait que les équipes de modération de Twitter, de Facebook, etc., le prennent en compte. Alors évidemment, on peut avoir un point de vue un peu sceptique en disant oui, mais d'accord, ça c'est du droit européen et toutes les entreprises sont soit américaines, soit chinoises et donc c'est peine perdue. En fait, non, parce que la menace, et d'ailleurs Thierry Breton, le commissaire européen, avait brandi cette menace de dire bon, vous respectez pas, Twitter on supprime dans toute l'Europe, c'est quand même dissuasif. D'ailleurs, Twitter a été supprimé au Brésil. Ce serait intéressant de voir comment ils vont réagir par rapport à ça. Et donc, ça, c'est quand même la puissance normative de l'Union européenne. C'est que nous, on instaure des règles et finalement, qu'ils le veuillent ou non, Pavel Durov, après 72 heures de garde à vue, il a changé de point de vue sur la réponse à donner aux juges d'instruction. Et donc maintenant, Telegram répond aux demandes des juges d'instruction. Juste un mot, Twitter, il semble qu'ils ont payé l'amende qui était considérable, mais ils se sont trompés de destinataire. Donc il y a quelqu'un qui a reçu pas mal d'argent, et puis pour l'instant, ils sont toujours fermés.
Très bien. Je vous propose encore de prendre une question. S'il y a encore une question, monsieur, je vous en prie. Bonsoir, merci pour vos interventions, c'était super intéressant. Je me demandais, est-ce que l'éducation aux médias, à l'information, est assez important pour que ça soit placé dans le cursus de l'école obligatoire ? Je vous remercie. Je me permets de répondre à cette question parce que c'est une question qui me tient particulièrement à cœur, qui nous tient particulièrement à cœur en Suisse romande. En fait, l'histoire est la suivante. Au sortir de ce débat, la campagne No Bilag en 2018, campagne qui a été éprouvante, mais finalement victorieuse pour le service public. Et le service public, c'est pas que la SSR, c'est aussi les radios-télévisions régionales, comme ici les Mans Bleus, par exemple. Eh bien, on s'est dit, après, une fois que la poussière est retombée, on s'est dit, mais pourquoi ça s'est passé ? Pourquoi il y a des gens, un nombre important de gens qui se sont dit, dans le fond, à quoi ça sert de payer la redevance ? C'est ce que, comme je disais, probablement notre explication, c'est qu'on est en train de perdre le sens ou la culture de l'information et du média et du journalisme. Donc on s'est dit, il faut qu'on inverse la tendance, c'est un travail au long cours dans la société, et la RTS travaille depuis très longtemps avec l'école publique, et donc on est allé les revoir de tous les cantons suisses romands, la C2IP, et on a dit, on pourrait peut-être lancer des ateliers d'éducation aux médias à l'information. Actuellement, c'est 300 ateliers par année en Suisse romande, rien qu'à la RTS. C'est 6000 jeunes chaque année qui sont touchés. Derrière eux, c'est aussi leurs parents, leurs grands-parents qui viennent dans nos studios, à qui on fait travailler sur les fake news pour les décrypter, leur donner des codes, comment je peux découvrir si c'est une bonne photo, une fausse photo, une bonne information, une fausse information. Avec la SSR, on vient d'ouvrir un wagon CFF aussi dans le train des écoles où on fait ce travail. Vous verrez des journalistes de la RTS qui en fait expliquent cela. Ils viennent chez nous faire des émissions aussi qu'on diffuse sur la grille de Noël de la RTS par exemple, et on va dans les classes aussi former les enseignants avec l'école, former les élèves, et puis on leur apprend aussi à être des mini-journalistes. Quand on fait par exemple des émissions politiques ou Atletissima avec les sportifs, on forme des jeunes étudiants en sciences politiques ou etc., ceux qui sont intéressés, on leur apprend à construire une interview, à aller interroger des athlètes ou des politiciennes ou des politiciens, et finalement petit à petit je vois que c'est des milliers de jeunes chaque année qui viennent, qui reviennent, parce qu'évidemment ils grandissent, donc après ils sortent du lot. Et finalement, je crois que cette initiative, que j'aimerais bien qu'on puisse d'ailleurs amplifier, je fais un énorme appel de phare à ma droite, avec des fondations, etc. J'aimerais qu'on puisse l'amplifier avec les médias privés. C'est pas rien qu'une affaire de la RTS, c'est une affaire des médias pour la société. Dans toute la Suisse romande, vous savez, un détail, aujourd'hui, des classes doivent payer très cher pour prendre le train à Port-Rentruy pour venir à Lausanne ou à Genève à la RTS. Ils n'ont pas les moyens de faire ça. Il faudrait qu'ils puissent faire ça à la télévision régionale. Il faut qu'ils puissent faire ça dans le journal du Jura, etc. Et donc l'idée, c'est de créer une fondation pour qu'on puisse aussi soutenir ces actions dans toute la Suisse romande, dans toutes les classes. Moi, je crois énormément à cette mission de service public qui dépasse le service public, mais cette mission pour la société. Monsieur Padis, vous voulez rajouter quelque chose ? C'est juste pour partager avec vous une initiative que je trouve intéressante, qu'on a développée en France. On s'est dit, en fait, l'utilisation d'Internet, des réseaux sociaux, etc., c'est un peu comme lâcher des enfants à vélo sans connaître le code de la route. Donc on apprend au collège le code de la route, et donc pareil, on a créé un code de la route, en fait un permis de conduire sur Internet et le monde numérique, qui s'appelle PIC, ou je ne sais plus exactement comment c'est, mais donc tous les élèves de lycée passent un programme en ligne, en fait, qui leur apprend les notions de base. Et là où ils ont eu une bonne idée pour une fois à l'éducation nationale, c'est qu'ils se sont dit, en fait, on veut ouvrir à tout le monde cet objet. Il n'y a pas besoin d'être lycéen. Donc moi, j'ai commencé, j'ai raté les premières épreuves, et pourtant, vous voyez, c'est vraiment d'un très bon niveau, et le niveau monte, quoi. Il y a vraiment et donc on apprend plein de choses, et toutes les notions de base, justement, qu'est-ce que c'est qu'un algorithme, etc. Et c'est un peu comme un permis de conduire. Je trouve que c'est vraiment très très utile. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Je crois qu'on peut applaudir nos débatteurs. Merci. Je vous laisse retrouver vos places si vous le voulez. Et sans plus attendre, je passe la parole pour la conclusion à la directrice romande de Swiss Foundation, Marie Wyss. Merci. Merci. Les échanges de ce soir l'ont bien illustré. La polarisation croissante de nos débats publics va au-delà d'un phénomène politique.
Elle signale un bouleversement profond de nos pratiques et de nos relations sociales, intimement lié à un contexte médiatique en pleine transformation. Les évolutions technologiques, économiques et sociales redéfinissent aujourd'hui radicalement la façon dont nous produisons, diffusons et consommons l'information. La discussion et la table ronde de ce soir ont permis de mettre en lumière comment ces changements interpellent les actrices et les acteurs publics, philanthropiques et médiatiques. Chacune et chacun d'eux a un rôle clé dans l'atténuation de la polarisation. Et la philanthropie, avec ses ressources financières, son indépendance et son audace possible, qui a été mentionnée aujourd'hui aussi, peut jouer un rôle crucial pour soutenir de manière ciblée et flexible des initiatives renforçant la cohésion et le dialogue démocratique. Ce soutien est d'autant plus essentiel que la polarisation s'accentue dans nos démocraties et que les institutions publiques ou les médias traditionnels sont souvent limités par des contraintes économiques et politiques. Pour réussir, la philanthropie doit miser sur la collaboration, l'innovation et une vision à long terme. Elle doit forger des alliances stratégiques, s'engager dans la durée et faire preuve de flexibilité face aux défis actuels. Elle gagne particulièrement en efficacité en s'associant aux institutions publiques, aux entreprises, aux ONG. Ces collaborations, ces partenariats renforcent la coordination des efforts, évitent les doublons et maximisent l'impact des projets soutenus. Ce soir, nos intervenantes et nos intervenants ont d'ailleurs présenté quelques exemples concrets des initiatives qui montrent que des modèles participatifs et inclusifs sont possibles et sont essentiels pour limiter les fractures sociales et politiques. Ils ont également certains défis à relever, bien entendu. La philanthropie peut soutenir les médias de qualité, capables de nuancer les messages et de promouvoir une information équilibrée, indispensable pour notre démocratie. En unissant leurs forces, les actrices et les acteurs philanthropiques, médiatiques et publics contribuent à créer un espace où le dialogue s'épanouit et où les différences s'expriment sans se transformer en division irréparable. Au nom de Swiss Foundations et des partenaires de cet événement, l'Office cantonal de l'économie et de l'innovation, le Centre en philanthropie de l'Université de Genève et le Centre Albert Hirschman sur la démocratie de l'IHEID, je vous remercie chaleureusement de votre présence ce soir. Merci également aux intervenantes et aux intervenants, ainsi qu'à la chancellerie d'État qui a soutenu l'organisation de cette conférence. J'espère que ces échanges sauront nourrir vos réflexions et je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup.